Alors nous, on est un laboratoire qui travaille sur une nouvelle science qui s'appelle la neuroimmunologie. On travaille particulièrement sur plusieurs modèles, des modèles d'infection aiguë, par exemple méningite, encéphalite avec des virus ou des bactéries. On travaille aussi sur des maladies chroniques comme la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques, la sclérose amyotrophique latérale. Ce sont des maladies neurodégénératives avec lesquelles il y a une composante immunitaire, c'est-à-dire une activité de certaines cellules immunitaires que l'on appelle la cellule microgliale. Donc nous, on s'intéresse à toutes ces questions-là, c'est-à-dire les questions quel est le rôle de la réponse immunitaire dans le cerveau, qu'est-ce qu'elle fait, cette réponse-là, puis comment on peut l'utiliser maintenant comme outil thérapeutique. Donc, le système immunitaire du cerveau, c'est un système qui est composé de cellules que l'on appelle les cellules microgliales. Puis, ces cellules-là, ce sont des cellules un peu comme le macrophage que l'on retrouve en périphérie. On a autant de cellules microgliales que l'on a de neurones, c'est-à-dire c'est un rapport 1 pour 1. La différence, c'est que les cellules microgliales ne sont pas organisées en régions spécifiques ou en noyaux, comme les neurones le sont. Ils vont tapisser un peu l'ensemble du tissu cérébral, c'est-à-dire autant la matière blanche que la matière grise. Puis on peut voir par exemple ici, c'est une petite cellule qui a de l'air en fait d'une pieuvre. Ces ramifications-là, constamment dans le tissu cérébral, vont essayer d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, s'il y a une présence de matériel qui pourrait être toxique pour les neurones. Et aussitôt qu'il y a un problème, vous verriez des millions de cellules aller vers le centre, où est-ce qu'il y a le problème, et essayer de contrôler justement l'environnement immunitaire qui vient d'être très agressant ici dans le cerveau-là. Donc, c'est une cellule qui est extrêmement dynamique, contrairement à ce qu'on pensait avant. OK? Donc, c'est vraiment cette caractéristique-là. C'est la seule cellule qui a vraiment cette caractéristique-là de raffiner ses ramifications, ses bras immunitaires dans le tissu nerveux, en fait. Il faut dire que la cellule immunitaire microgliale, c'est une cellule qui va produire beaucoup de molécules inflammatoires, qui s'est impliquée dans la réponse inflammatoire. Puis cette réponse inflammatoire-là, comme vous le savez, c'est une réponse à double tranchant. La réponse inflammatoire est là pour protéger, mais aussi la réponse inflammatoire, lorsqu'elle est extrêmement importante et exagérée et soutenue, elle peut avoir des conséquences graves, en fait, sur le tissu cérébral. Une des conséquences graves de la réponse inflammatoire d'une activité microgliale qui ne serait pas contrôlée de façon appropriée, c'est une dégénérescence de la matière blanche. Le terme scientifique s'appelle une démyélisation. La cellule microgliale, elle ne sait pas trop quoi faire, elle se suractive dans un cas comme ça. La réponse inflammatoire, elle est très importante, puis les conséquences sont graves, là. Ça mène soit à la mort ou si la personne est sauvée, ça peut même mener à des déficiences cognitives et même des déficiences de régions du cerveau qui sont permanentes, en fait. Bien, Lauralie, elle est née à terme. C'est un enfant qui est né avec une microcéphalie, donc il avait un périmètre crânien inférieur à la moyenne. Lauralie, jusqu'à 4 mois, avait un développement qu'on trouvait relativement normal. Suite à la vaccination, Lauralie a eu beaucoup de problèmes, mais a perdu surtout énormément d'acquis au niveau psychomoteur, intellectuel aussi. Quand Lauralie a réagi 45 minutes après le vaccin, tout de suite, j'ai su que c'était relié au vaccin. Il n'y avait aucun doute dans ma tête. Ça, c'est la monographie du vaccin. C'est les compagnies pharmaceutiques qui produisent ces documents-là dans lesquels on retrouve la description des produits utilisés. On parle des précautions à prendre pour des enfants qui ont des problèmes neurologiques, soit confirmés ou sous-jacents, et que ces enfants-là risquent potentiellement de développer des problèmes neurologiques beaucoup plus importants. Il semble que les nourrissons et les enfants atteints d'affections neurologiques sous-jacentes présumées ou confirmées, ce qui était le cas de Lauralie, présentent un risque accru de manifestation de ces affections dans les 2 ou 3 jours après l'administration du vaccin avec agent anticoquelucheux à cellules entières. Donc, la décision d'administrer Pentacel à des enfants présentant des troubles neurologiques sous-jacents confirmés ou présumés doit être prise au cas par cas, en pesant les risques et les avantages. Pourquoi ces informations-là ne se retrouvent pas dans le protocole d'immunisation? Parce que c'est sûr que si j'avais lu ça avant la vaccination, on n'aurait pas fait vacciner, là, c'est clair et net. Non?
le patron de la réponse immunitaire est très, très différent d'une personne à une autre. Et très différent aussi en fonction qu'est-ce que cette personne-là a eu comme type d'infection et à quel moment de sa vie aussi. Est-ce qu'elle était jeune? Est-ce qu'elle était bébé? Est-ce que c'était une infection périnatale? Est-ce que le cerveau était bien formé? Est-ce que toute la barrière hémoencéphalique était bien formée avant qu'il y ait eu cette infection-là? Est-ce qu'il y a eu une histoire de méningite? Il y a eu un antibiotique, donc on a sauvé le bébé, tout est correct, mais l'immunité innée, lui, il est resté encore différent, n'est-ce pas? Donc, vous allez vacciner par-dessus ça, OK? Donc, vacciner par-dessus ça, ça ne veut pas dire que vous allez tuer l'enfant, vous allez causer une maladie nécessairement, mais ça veut dire que s'il y a eu un patron immunitaire très différent d'une personne à une autre, ça peut grandement expliquer tout ce qui existe présentement sur la susceptibilité de certaines personnes à des infections ou à des préparations de certains vaccins, entre autres, et peut-être augmenter le risque. Pourquoi avons-nous si peur des micro-organismes que nous sommes prêts à vacciner tous les enfants avec de plus en plus de vaccins sans savoir si cela ne cause pas d'invalidité de longue durée ou de maladies chroniques chez une minorité de plus en plus grande d'enfants? Sommes-nous en train d'éliminer les maladies infectieuses durant la petite enfance aux dépens d'une vie entière de maladies chroniques et d'invalidité? Ça va bien? Oui, merci. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Il y avait pas eu trop de monde? Non, personne sur la route. Je me suis fait vacciner quand j'étais au collège, quand j'avais 13-14 ans. Je me suis fait vacciner contre le vaccin contre l'hépatite B. Comme on disait que ça se transmettait par la salive et qu'à l'époque, nous, c'était les seules relations qu'on avait avec nos petits copains. Ils avaient dit c'est le baiser qui tue. En fait, c'était le virus des jeunes, le virus du sida. Enfin, c'était le tapage médiatique. Je fais une crise à peu près tous les 6 mois. Ma dernière poussée, ça touchait la motricité. Je pouvais plus marcher. Enfin, si, je pouvais marcher, mais à une allure très réduite. Et le regard des gens, c'est assez blessant parce que je marchais un peu comme si j'étais ivre, parce que mes mouvements sont plus coordonnés. Je sens plus mes mains. Enfin, je suis assez maladroite parce que maintenant je fais tomber pas mal de choses. Je me cogne partout parce que j'ai une diplopie qui est jamais partie. En fait, mon champ de vision maintenant, où je vois bien à peu près à partir de là, je vois double. À partir d'ici. Donc tout ici, je vois double. Donc je me cogne pas mal et je pense que c'est pour ça que dans les transports en commun, dans les escalators, dans les escaliers, dans la rue, je tombe beaucoup parce que je visualise mal. Normalement, j'ai plus le droit de conduire. L'exemple de la vaccination en France sera pris plus tard dans les écoles de santé publique comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire en matière de vaccination. Alors tout est parti d'un rapport de l'OMS ou de conseils venant de l'OMS disant il faut vacciner toute la population si on veut éradiquer l'hépatite B. Or, je vous rappelle qu'en France, on estimait à ce moment-là qu'il y avait entre 0,1 et 0,3% de la population qui était porteur du virus. Donc un pourcentage réduit de la population. Les jours qui ont suivi, ce fut la panique en France. Parce que tous les gens se sont précipités dans les pharmacies pour acheter du vaccin. Et on les a vaccinés depuis l'âge d'1 an jusqu'à l'âge de 75 ans. Les grands-parents qui amenaient leurs enfants au médecin pour être vaccinés leur disaient « Et moi, je peux pas être vacciné ?» Bien sûr, madame, on va vacciner. Donc, on a vacciné comme ça des gens qui n'avaient absolument aucun risque d'attraper l'hépatite B. Moi qui suis médecin, qui soignais des hépatites B, je ne me suis pas fait vacciner. Je n'avais aucune raison de me faire vacciner, car je n'avais pas de possibilité de contamination.
pour être contaminé, il aurait fallu que j'aie des rapports sexuels avec les malades qui avaient une hépatite B. La déontologie ne me permet pas ce type de rapport. Et d'autre part, il fallait que je sois en contact avec le sang des malades, mais c'est pas moi qui suis en contact avec le sang des malades, ce sont les infirmières qui sont en contact avec le sang des malades. J'aurais pu être toxicomane, je n'étais pas toxicomane, je n'étais pas non plus homosexuel, je n'avais pas une multitude de partenaires sexuels, donc je n'avais aucun risque majeur d'attraper l'hépatite B. Donc je ne me suis pas fait vacciner. Mais on a vacciné dans le service dont j'étais le responsable, on a vacciné les secrétaires. Parce qu'elles étaient en contact avec les dossiers des malades qui pouvaient contenir le virus B. C'était une véritable folie.